What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32. Critique de quoi? Du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, bienvenue à tous dans notre second épisode consacré à West Side Story de Steven Spielberg, remake très attendu de cette fin d'année du film de Robert Wise daté de 1961, une aventure dans laquelle je serai accompagné de ma fidèle complice Mathilde Lemaire. Bonjour Mathilde. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je crois qu'on a distribué pas mal de bons points à Spielberg dans la première partie de ce podcast, non? Beaucoup, et à juste titre, avec grand plaisir, mais on va maintenant aborder ce qui, entre guillemets, nous fâche, ou en tout cas nous a un peu questionné. Ouais, on va commencer par évoquer la manière dont le film présente ces deux communautés que sont les portoricains, les immigrés portoricains, et les blancs, pour le dire franchement, les Américains d'origine européenne, donc irlandaise, italienne. Alors, on va y aller mollo, parce que moi, j'ai pas trouvé que Spielberg faisait du mauvais travail de ce côté-là, mais voilà, faut l'évoquer quand même. Dans le film de Wise, on a quelque chose qui peut paraître assez équilibré dans le sens où on nous présente ces deux communautés comme pauvres. Et on peut se dire finalement que les Sharks et les Jets sont tout aussi violents, donc il n'y a pas d'avantage à l'un ou à l'autre de cette communauté. En réalité, il y a un petit avantage pour les Jets, et ce petit avantage, c'est le personnage du flic dont on a peu parlé jusqu'à présent. Alors pas l'agent Krupke qui fait l'objet des moqueries dans la chanson Social Disease, mais son supérieur, donc le commissaire, je pense, qui est ouvertement raciste à l'encontre des portoricains. Ce personnage, il intervient dans plusieurs scènes, et notamment dans une scène qui est très différente chez Spielberg. Dans l'original, après le bal, après America, après Social Disease, les Jets et les Sharks se retrouvent dans le QG des Jets, le drugstore, pour déterminer le lieu et l'heure de la bagarre qui doit avoir lieu le lendemain. Ils se serrent la main, ils se mettent d'accord, et là le flic rentre. Au départ, il chahute un peu tout le monde, mais il finit par s'en prendre beaucoup plus directement aux portoricains, par être vraiment ouvertement raciste. D'ailleurs, franchement, ça m'a choqué, je dois le dire. Je m'y attendais pas forcément, parce que le film date de 61, il est quand même assez vieux, quoi. Et finalement, il est très moderne de ce point de vue. Il est incroyable de modernité, c'est-à-dire qu'il est quand même sorti 3 ans avant que la loi sur les droits civiques soit signée par le président Johnson, donc c'était le 2 juillet 64. Le film est sorti à une époque où avoir des endroits interdits aux Noirs, c'était encore la norme. Ouais, bon alors là c'est des latinos si on peut dire, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler, parce que comme tu dis, le flic, c'est le seul personnage qui représente la loi, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnage de juge, il n'y a pas de personnage de politicien, donc voilà. C'est vrai que c'est vraiment important de le rappeler, le film est très moderne. Oui, il est incroyablement en avance, ne serait-ce que pour les unions mixtes aussi entre blanc et noir, il a fait l'attente 67, donc c'est dire à quel point le film de Wise était... on dit souvent ce film est en avance sur son temps, ou visionnaire, c'est rarement vrai. Dans le cas du film de Wise, en plus d'être un classique en termes de cinéma, en termes politiques et historiques, il est... C'est quand même un zénith. Donc, ouais, non mais clairement, et on en parlait tout à l'heure, les paroles de la chanson America le reflètent très très bien. On va pas y revenir, on va revenir à cette scène que j'évoquais. Donc le flic interrompt la rencontre entre les Jets et les Sharks. Il est très raciste envers les Sharks, il finit par les faire dégager du drugstore, et là, il dit aux Jets, écoutez les gars, moi je suis de votre côté. Alors, ok, il essaie de les amadouer, mais à mon avis, il est assez sincère quand même. Il leur dit, moi je veux pas que les Sharks prennent votre territoire. Dites-moi où va se tenir la bagarre, permettez-moi de l'empêcher, et je ferai en sorte que les Sharks vous emmerdent pas, quoi. Cette scène est assez... quand on s'y attend pas, c'est un peu choquant, quoi. Et donc, tout ça pour dire que dans le film de Wise, il y a quand même un certain avantage pour les Jets. Ce qui est pas forcément dérangeant, mais je me demandais ce que Spielberg allait en faire. Et qu'en fait-il? Et au début, j'étais assez satisfaite. Je trouvais que Spielberg rééquilibrait un peu la balance, dans le sens où on a dit tout à l'heure qu'il caractérisait beaucoup mieux, par exemple, les personnages de Riff, en montrant que c'est un personnage qui avait une vie très difficile. C'est dit et redit, c'est dit par Riff lui-même, c'est dit par Tony, et on nous le montre comme quelqu'un d'assez fragile, alors qu'il est très sûr de lui dans la version originale. Avec cet effort de caractérisation, avec aussi cette scène nouvelle
dont on a déjà parlé, qui est la scène dans la courte scène du métro, dans laquelle Tony et Maria se chamaillent un peu. Alors cette scène, elle a un double intérêt parce que dans la version originale, Tony et Maria vivent une idylle certes très brève, mais très intense. Il y a presque aucun accroc entre eux, y compris quand Maria apprend que Tony a tué son frère quand même. Là, c'est leur premier date, leur premier vrai date, et ils se prennent rapidement le bec. C'est assez surprenant, et c'est pas mal. Et deuxième intérêt de cette scène, bah justement, Tony et Maria se chamaillent rapidement au sujet de leur communauté respective. Maria lui dit mais c'est hyper dur pour nous, tu te rends pas compte? Et Tony lui répond mais tu crois que c'est facile pour nous? Tu crois que mon pote Riff là, je sais plus ce qu'il dit, s'il est orphelin ou un truc comme ça, tu crois que c'est facile pour lui? Non, c'est dur aussi pour nous. Et moi j'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit enfin on rééquilibre un peu et puis surtout on fait quelque chose de beaucoup plus nuancé, peut-être d'un peu moins caricatural. Alors je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas ça m'a plu. Le problème c'est que cette discussion elle tourne court entre eux. Ça se termine un peu sur un non-lieu. Je crois que Tony en fait a pas trop envie de bousculer Maria, donc il cède un peu et puis ça se termine comme ça. C'est un peu dommage. En tout cas, Spielberg évite de tomber dans l'écueil de la surenchère victimaire, de la concurrence victimaire, et ça c'est vraiment appréciable. Je t'ai dit avant qu'on aille voir le film que j'étais un peu déçue que ce soit un film d'époque. Parce que j'avais peur que ce soit en fait vraiment une copie conforme de l'original. Bah, je m'étais posé cette question aussi, je m'étais dit, quitte à le refaire 60 ans après, pourquoi ne pas faire un West Side Story qui se passe en 2018 ouais, 19, d'autant qu'il y a le Roméo et Juliette derrière, on sait à quel point le texte peut être adapté de manière extrêmement moderne. Je pense à China Girl de Ferrara dans les années 80, qui raconte une guerre des gangs aussi, très très contemporain. Et en fait, on s'est dit, avec le recul, ça lui a permis de garder une forme de naïveté, pas de naïveté mais de fraîcheur en tout cas, d'avoir fait un film d'époque finalement. Ça lui a évité des travers très contemporains. Exactement, c'est exactement ça. Je suis contente finalement qu'il ait fait un film d'époque. Je sais pas ce que ça aurait donné s'il avait situé ça dans les années 2010 ou 2020. Je pense qu'il aurait pu tomber dans beaucoup de travers, comme tu dis, reprendre à son compte les thèses les plus folles de la gauche radicale américaine. Je suis sincèrement heureuse qu'il l'ait pas fait, parce que le fait que ça se situe en 1960, on a du recul sur cette époque. On est moins émotionnellement, personnellement, on n'est pas aussi investi que si le film faisait intervenir des personnages contemporains ou des figures politiques contemporaines qu'on peut haïr, par exemple, ou adorer. C'est différent, on a un peu de recul, et ça c'est bien. Donc ouais, plutôt bon point pour Spielberg. Je pense qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, il n'est pas tombé dans de graves écueils, quoi. Je me suis demandé ce que ça aurait pu donner si ça s'est déroulé à notre époque. Je suis tombée sur un article de Slate. Alors, me demande pas pourquoi je suis allée lire un article de Slate. Je crois que je voulais chercher des infos factuelles sur le film, et j'ai vu ça, et je sais pas pourquoi j'ai cliqué, mais j'ai cliqué. Je lis rapidement, et là je tombe sur un truc. Je vais te lire, j'ai noté la citation parce que ça vaut le coup d'être Fais-moi rêver. d'être lu, entendu. Cet article dit « Il faut aussi compter parmi les accentuations de cette version, donc celle de Spielberg, le désespoir des petits blancs. La bande des Jets est composée d'adolescents issus de descendants d'immigrants d'origine européenne paupérisés sans avenir. Aujourd'hui, ils feraient partie de ceux qui ont attaqué le Capitole en janvier 2021. » Fin de citation. C'est d'un mépris, mais c'est hallucinant de lire des trucs pareils. Et de méprendre un film, et surtout l'histoire d'un film, à ce point-là, c'est incroyable. Mais du coup, moi, j'ai des images qui me viennent en tête. Moi, j'aurais trop aimé voir les Quanon danser dans le Capitole, tu vois. Avec leur peau d'ours, tu veux. Et This is America, tu vois. Non, mais alors déjà... Peut-être pas celle-là, parce que c'est les portoricains qui la chantent, mais de refaire la chanson cool, tu vois, ou un truc... Ouais, non mais... c'est incroyable. Alors déjà, on a l'expression « petit blanc ». C'est un truc qu'on entend souvent, mais c'est quand même assez méprisant, il faut le dire. Tu dis pas petit portoricain ou petit latino, quoi. C'est très mal vu. Et ensuite, l'auteur de cet article, je n'ai pas noté son nom, vient nous dire que les Jets, donc qui sont dans les deux versions du film, cette bande d'Américains, de New-Yorkais d'origine européenne, pauvres, très pauvres, aussi pauvres que les portoricains, certes moins victimes de racisme, c'est sûr, mais très pauvres et qui ont été élevés finalement de la même manière, dans la misère. Dans les mêmes rues, en fait. Hein, dans un milieu où il y a beaucoup de violence, etc. Et qui ne sont absolument pas politisés, il faut le dire, ni dans le film de Wise, ni dans le film de Spielberg. On nous dit jamais, ils sont démocrates, ils sont républicains, ils croient ceci, ils croient cela. Jamais. Et là, le mec vient nous dire, ces jeunes, aujourd'hui, seraient des pro-Trump,
des pro-armes, enfin armes à feu, et surtout des complotistes, des QAnon, comme tu dis, comme ces gros débiles qui ont envahi le Capitole. Mais c'est incroyable. Et qui ont violenté des gens. Enfin, c'est un raccourci d'une malhonnêteté intellectuelle absolument médiocre, mais c'est absolument passionnant de voir tu sais, la récupération. Ouais. C'est un exemple parfait de récupération. Et sincèrement, ça m'a choqué de voir ça. Et jamais l'auteur de cet article, ni aucun autre auteur n'aurait osé dire quelque chose d'aussi bête concernant les portoricains. Jamais. C'est comme genre si... aujourd'hui, ils seraient tous dealers de drogue. Exactement. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, ils seraient tous en tôle pour avoir dealé de la drogue. Non, quoi. Non. C'est d'une bêtise crasse. Ça m'a vraiment... Merci pour ce moment. De rien. Il fallait la mentionner, celle-là. Mais qu'est-ce qu'on rigole. De rien. Donc, en tout cas, voilà. On précise, c'est important de le dire, hein, que on est parti chercher... Enfin, on était là, en l'occurrence, c'est tombé dessus. On le mentionne. Mais que ces choses-là... Autant notre avis sur cet article que l'article ne sont pas sensibles en plus dans le film de Spielberg. On n'a pas une seconde eu cette image-là quand on a vu le film. Absolument pas. Encore une fois, hein, je trouve que dans la première moitié du film, Spielberg essaie de rééquilibrer un peu. D'ailleurs, le personnage du flic est un tantinet moins présent. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Donc non, clairement, c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir en allant voir l'original ou le remake. Donc, bénéfice du doute pour Spielberg. Mais je crois que toi, par contre, t'as aussi un truc à me lire qui va peut-être me faire changer un peu d'avis, non ? Oui, malheureusement. Donc, comme on vous le disait il y a quelques minutes, le film de Robert Wise, sorti en 1961, est extrêmement moderne et audacieux parce que il montre une histoire d'amour entre une portoricaine et un Américain 6 ans avant que la loi qui interdit les unions mixtes entre blancs et noirs ne soit abrogée, merci, aux États-Unis. Ça s'est passé en 67, donc ne serait-ce que pour ça, c'est un film extrêmement moderne. Et ma foi, en voyant le remake, qui est donc un film d'époque qui se passe dans les années 60, on s'attendait pas trop à lire les propos de Spielberg, que je vais vous lire tout de suite, qui ont été relayés par le magazine Première, par le site web du magazine Première en France. Nous avons voulu respecter au maximum notre intention d'engager uniquement des acteurs latinos pour jouer les garçons et les filles des Sharks. C'est quelque chose que j'ai expressément demandé à Cindy Tolan, la personne chargée du casting. Je ne voulais auditionner que des acteurs dont les parents, les grands-parents ou eux-mêmes étaient issus de pays d'Amérique latine. D'ailleurs, nous avons au final beaucoup d'artistes venus de Porto Rico, au moins 20 comédiens, qui viennent directement du pays ou qui sont new-yorkains, donc des New-Yorkais d'origine portoricaine. C'était très important et cela allait main dans la main avec mon intention de ne pas sous-titrer l'espagnol. Si je l'avais fait, alors cela aurait augmenté le pouvoir de la langue anglaise. Elle aurait pris le pas sur l'espagnol. Cela ne devait pas arriver dans ce film, je me devais de respecter assez la langue pour ne pas lui imposer de sous-titres. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est incroyable. Merde. Ah ouais, tu peux me relire juste la phrase sur le pouvoir de la langue ? Ouais, il dit que s'il l'avait fait, s'il avait sous-titré la langue, alors cela aurait augmenté le pouvoir de la langue anglaise. Non mais attends, elle aurait pris le pas sur l'espagnol. Pardon, c'est quoi ce délire ? Non mais attendez, on va juste... on va revenir là-dessus parce que c'est hallucinant. Alors en gros, Spielberg est en train de te dire que quand tu mets des sous-titres dans un film pour traduire une langue étrangère, c'est un crime, quoi. Alors non seulement tu sais qu'il m'a fallu... J'ai dû la lire 3 fois cette citation pour comprendre ce qu'il voulait dire. J'arrivais pas à assimiler un truc aussi bête, en fait. Je dis, mais j'ai dû la lire, la relire, je dis, attends, d'accord, donc pour lui, c'est enlever un pouvoir à une langue que de la sous-titrer. Ouais. Littéralement. Bah voilà, alors que bon, non seulement il est évident que plus une langue est comprise et plus elle a du pouvoir, mais en plus, je veux dire, on est là, à mon avis, dans la logique de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on est en train de sacraliser un élément culturel qu'on va identifier comme étant la propriété, je pense que le terme est important, d'une communauté opprimée, quoi. C'est ça l'idée, hein. Qu'on considère comme dominé, donc il met pas les mots exacts dans sa citation, mais c'est clairement l'idée qui est véhiculée. Et attends, c'est d'autant plus ridicule que, pardon, mais de quelle langue on parle ? L'espagnol. Si l'espagnol, c'est pas une langue de colons... Et de conquérants. Je sais, mais c'est la langue des conquistadors, quoi. Et puis attendez, c'est pas une langue minoritaire. Et je crois qu'il y a 500 millions de locuteurs hispaniques dans le monde. C'est l'une des langues les plus parlées au monde. Et Spielberg vient te dire que si tu colles des sous-titres sur des dialogues en espagnol, ça va ôter le pouvoir de l'espagnol. Non mais c'est incroyable. Mais on est où là ? C'est l'inverse absolu de ça pour moi et pour toi aussi, je pense. C'est que le sous-titrage, c'est un peu le meilleur moyen de te familiariser avec une langue, quoi, avec son vocabulaire, avec ses rythmes aussi. Et puis ça vaut pas seulement pour l'espagnol, ça vaut juste pour toutes les langues du monde. En plus, ces sous-titres,
qui se sont, il faut le dire, largement démocratisés face au doublage ces dernières années, parce que les films sont disponibles en VO dans les salles, on peut avoir accès aux langues d'origine sur les DVD, sur à peu près tous les programmes quand c'est sur des plateformes. Ma foi, c'est un procédé qui est très respectueux finalement des spécificités culturelles des œuvres, contrairement au doublage, et qui lui, par définition, gomme la langue. Ce qui est un très beau travail aussi de doubler des films. Mais on n'avait pas le choix avant, maintenant on l'a. Combien de personnes ont compris ou sont approchés de l'espagnol, du japonais, ou même de l'anglais d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, par ça. Moi j'ai appris à parler anglais grâce aux séries. Mais quand j'étais au collège, quoi. Mais vraiment, sans ça, je comprendrais pas l'anglais comme je le comprends aujourd'hui. Alors l'espagnol, j'en ai jamais fait, mais j'adore le coréen, par exemple. Si je regardais pas des séries coréennes, évidemment sous-titrées, ou des films coréens, j'y connaîtrais absolument rien, et peut-être que je m'y intéresserais même pas du tout. Donc c'est juste dingue de dire un truc pareil. Tu crois vraiment que Spielberg serait allé dire non mais attendez, La Casa de Papel, la fameuse série espagnole de Netflix, oui. Il faut surtout pas la sous-titrer? Bah non, il s'en fout, c'est parce que là, il parle de la communauté portoricaine, qui est une communauté d'immigrés aux États-Unis et qui est victime de racisme. Donc on est vraiment dans cette idée-là. C'est vraiment l'idée de domination, quoi. Bah, il le dit lui-même d'ailleurs. Et alors moi, je trouve que c'est vraiment hypocrite de la part d'un mec comme Spielberg. Spielberg, c'est qui? C'est un réalisateur qu'on aime beaucoup. C'est aussi l'emblème du cinéma américain depuis 40 ou 50 ans. C'est l'emblème du nouvel Hollywood, on est d'accord. Bien sûr, avec Coppola et Scorsese, mais la réussite économique, c'est lui qui l'incarne, clairement. Combien de gens dans le monde ont vu les films de Spielberg? Combien de millions, de dizaines de millions de dollars Spielberg s'est-il fait, ou ses studios, grâce à l'exportation de ses œuvres? Est-ce que tu crois vraiment que les gens iraient voir des films de Spielberg si ils étaient ni doublés ni sous-titrés? Bah non. Ou alors les gens qui parlent l'anglais, mais les autres, non. Donc en fait, c'est vraiment hypocrite. On sait tous que le cinéma, c'est un peu le cœur du soft power américain, que c'est grâce à ça que l'anglais se diffuse, ça et la musique. Et t'as un mec qui vient nous dire « Non mais si on met des sous-titres sur l'espagnol, ça va ôter le pouvoir de la langue. » Bah on fait quoi alors? On regarde plus de films américains, nous les Français? Non, c'est clair. Puis si t'appliques cette logique vraiment, que tu la prends au sérieux, j'ai envie de te dire, et que tu la mets en pratique, bah ok, dans ce cas-là, plus de cinéma coréen, comme tu dis, mais même plus de cinéma italien, pour moi qui parle pas italien. Les films iraniens d'Asghar Farhadi, qui sont très diffusés en France et ailleurs, par exemple, si tu parles pas iranien, va te coucher. Les films roumains aussi, je pense aux films de Christian Mungiu, des choses comme ça, adieu. Si t'appliques ça, bah, on ne regarderait que des films français. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire aux réalisateurs courageux, iraniens, comme tu dis, ou encore chinois, qui défient la censure, qui font des œuvres qui sont destinées à un public occidental pour un peu dénoncer ce qui se passe chez eux, ou juste pour montrer au reste du monde à quoi ressemble leur pays, je veux dire, ce qu'il a de beau et ce qu'il a de moins beau? Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis non, mais attends, t'as mis des sous-titres sur ton film iranien? Mais t'es fou, mec! Ça va ôter le pouvoir de la langue iranienne. Non, c'est ça. Quoi. C'est ridicule. Non, mais puis que tu sois censuré ou non, quoi. Pour faire passer un message, il faut se faire comprendre. Et pour se faire comprendre de tous, faut être traduit. Et puis même, au-delà de ça, une fois encore, si tu suis cette logique, ça veut aussi dire quelque part que ceux qui parlent pas la langue, ils méritent pas de la comprendre, en tout cas que c'est pas important. C'est un petit côté élitiste. Alors, on est assez hostile aux intentions de Spielberg, néanmoins, on le rappelle, comme on l'a dit en début de podcast, en tant que spectateur que public, quand on était dans la salle, on n'a pas ressenti à l'écran ses intentions. On s'est vraiment dit que c'était cool de se concentrer sur le mouvement des acteurs portoricains, leur gestuelle, etc. Mais voilà, on dit que les meilleures intentions ne font pas forcément les meilleurs films. La réciproque est vraie, je trouve, dans le cas de West Side Story. Ouais, tu fais bien de le préciser. Hein. Là, on est vraiment sur les intentions, c'est-à-dire sur la citation de Spielberg. Moi, je j'imaginais pas que c'était ça la raison, en fait, si tu veux. Je te l'ai dit tout à l'heure, dans la première partie du podcast, qu'il n'y ait pas de sous-titres sur 80% des dialogues en espagnol m'a pas dérangé. Alors j'ai trouvé que c'était un peu aléatoire. Encore une fois, je comprenais pas forcément pourquoi certains dialogues étaient sous-titrés et pourquoi d'autres ne l'étaient pas. Mais sinon, ça me dérange pas du tout. Et toi comme moi, non seulement on adore les langues étrangères, mais on adore les cinéastes qui font un vrai travail sur la langue. McTiernan par exemple, on en parlera assez longuement dans notre podcast sur le 13e guerrier. Bien sûr, ça parcourt à peu près toute sa filmographie. Tu faisais un très bon rappel, tu feras donc dans ce podcast qu'on a enregistré, mais qu'on n'a pas encore monté. Ouais. Pas encore monté, un très bon rappel justement. Tu expliques bien pourquoi comment McTiernan se sert de la langue pour faire des choses très intéressantes. Un autre exemple que je peux donner, et peut-être qu'on terminera là-dessus sur la question des sous-titres, je pense à la série The Terror, qu'on adore tous les deux, la saison 1 est formidable. Produite par Ridley Scott. Produite par Ridley Scott, donc diffusée sur AMC. Dans cette série, vous suivez un navire de la marine britannique à la recherche du fameux passage du Nord-Ouest. Il y a quasiment que des soldats britanniques.
à l'exception de quelques natifs, quelques aborigènes qui parlent l'inuktitut ou j'imagine une langue de la même famille. Et ce qu'ils disent, leurs répliques ne sont quasiment jamais sous-titrées, il me semble. Je suis désolée, c'est pas du tout la même chose que chez Spielberg. Là, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que nous on suit le point de vue des soldats britanniques qui ne comprennent pas ce que leur disent les natifs. Donc d'un point de vue narratif, c'est absolument logique et cohérent, et ça fonctionne très bien. Et ce n'est pas une histoire de pouvoir de la langue, comme chez Spielberg. Donc encore une fois, c'est pas le procédé qui nous gêne, c'est l'intention derrière que je trouve, mais j'attendais rien de l'article de Slate, si tu veux. Par contre, de Spielberg, j'attendais mieux en quelque sorte, ou autre chose, quoi. C'est une forme de paresse intellectuelle assez étonnante de sa part, parce que après c'est pas quelqu'un qui commente énormément, il donne des interviews etc, mais c'est quelqu'un qu'il faut savoir qui déteste le commentaire audio, par exemple. Spielberg, c'est un exercice auquel il ne se prête jamais. D'accord. Donc l'entendre vraiment parler de son travail directement, le commenter, c'est chose rarissime, donc forcément on va plutôt aller voir les entretiens, même le making of, on le voit à l'œuvre, mais il est pas dans l'auto-analyse ou les choses comme ça. Donc ça peut malheureusement en plus mal orienter le public qui tomberait directement sur les stations, parce qu'on le répète, à l'écran, ces intentions-là ne se ressentent pas, c'est pas gênant en tant que public. À une petite exception près, qui t'a mis le doute pendant la séance, c'est une scène en particulier, où Maria et Anita sont soumises à la question chez elles par le commissaire de police qui vient enquêter après la rixe qu'il y a eu entre les Sharks et les Jets. Absolument, c'est là où en fait je trouve que le procédé, l'absence de sous-titres, ça peut être un peu contre-productif. Comme je disais dans The Terror, on suit le point de vue des soldats britanniques. Ça veut pas dire qu'on a de l'empathie que pour eux et pas pour les natifs, mais c'est l'idée. Ici, dans cette scène, on est censé être du côté de Maria et d'Anita. Le flic, encore une fois, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, est un sale type, c'est un raciste, quoi. Et là, il vient les questionner, mais de manière vraiment très intrusive, alors qu'elles viennent de perdre respectivement leur frère et leur mec. On devrait n'avoir d'empathie que pour elle, on devrait se ranger à 100% derrière elle. Sauf que elle décide de parler espagnol pour qu'il soit largué, et nous, qui ne parlons pas espagnol, on est un peu largués avec le flic. Ça atténue la violence de la scène, si tu veux, un peu. C'est vrai, c'est vraiment contre-productif pour cet exemple-là. J'en cite un tout petit dernier qui est hors sujet, très brièvement, c'est un film qui s'appelle Le Chant de l'exil. Alors j'invite à aller le voir, c'est une petite curiosité des années 90. Je le résume très brièvement, mais c'est une histoire de famille et de rancœur vis-à-vis du passé guerrier entre la Chine et le Japon. Et on suit le point de vue d'une jeune fille de la nouvelle génération, donc qui avait 20 ans dans les années 90, qui est jouée par Maggie Cheung, la future actrice d'In the Mood for Love, qui doit rentrer au pays chez elle et se confronter à un passé familial un petit peu complexe. Et donc, dans ce film-là, vous avez des passages qui sont en anglais, ensuite en chinois, ensuite en japonais, parce qu'une partie se passe au Japon, et quelques passages parfois aussi en coréen. Et j'ai vu ça dans une très vieille copie, parce que le film est dur à trouver, mais le film, tout du long, à part dans les passages en anglais, est sous-titré en anglais et en chinois, il me semble. Et c'est indispensable, en fait, à la bonne compréhension de ce que raconte le film sur l'histoire, sur la langue, sur la défiance entre les deux pays, et sur la complexité de cette famille recomposée. Et c'est d'autant plus intéressant que ça parle d'immigration aussi. La mère de l'héroïne est japonaise, elle raconte combien c'était difficile de partir en Chine, et de comprendre personne au début, ça a été très très dur. Elle avait envie d'abandonner dès le premier jour. Non, et c'est hyper intéressant. Tu ne sous-titres pas ça, mais le film est inintelligible en fait. Et tu n'en saisis ni la valeur culturelle, narrative ou historique, ou ce que tu veux. Donc non, vraiment, on pourrait citer comme ça des tonnes d'exemples qui contredisent les propos de Spielberg. Il y a des tonnes d'exemples. Et voilà, pour terminer là-dessus, quelques petites réserves sur le procédé, mais très peu. Et par contre, d'énormes réserves sur l'intention derrière. De la même manière, je suis assez choquée par ce que dit Spielberg sur le choix des acteurs. En gros, il nous explique qu'il a expressément demandé à sa directrice de casting de ne recruter que des acteurs latinos. Bon alors ça c'est parfaitement normal, mais aussi voilà, des acteurs qui soient des immigrés de, si je traduis, première, deuxième ou troisième génération, dont les parents, les grands-parents ou eux-mêmes ont émigré aux États-Unis. Pourquoi tant de précision ? Est-ce qu'un acteur espagnol, qui parle espagnol forcément, qui a le profil physique, qui sait chanter, qui sait danser, qui est très bon acteur, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait le taf ? En fait, ça renvoie à l'idée que maintenant, pour jouer dans un film, pour interpréter un personnage, il faut avoir le bon pédigré. C'est-à-dire qu'il faut avoir, avec le personnage que tu veux interpréter, des caractéristiques communes qui sont même pas forcément perceptibles à l'écran. Là, il n'y a rien de manifeste. Comment est-ce que j'aurais pu savoir, moi, que l'un des acteurs qui joue, je sais pas, un membre des Sharks est espagnol ou mexicain, ou tu vois, j'en sais rien. Si les bons acteurs, t'es pas censé le savoir, c'est le travail même de l'acteur que de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
Non, je comprends pas. Je me dis, si on pousse le raisonnement encore un peu, enfin si on tire les conclusions de ce que dit Spielberg, eh ben nous, spectateurs français, on n'a aucune raison d'aller voir son film. D'une part, pourquoi est-ce qu'on irait voir un film en langue anglaise, sous-titré ? Est-ce que ça ôte pas le pouvoir de la langue française ? Tu vois ? Première chose. Deuxième chose, n'étant pas des immigrés portoricains, est-ce qu'on est capable de comprendre ce que ressentent ces gens ? Visiblement, Spielberg n'en est pas convaincu. Ah bah non. Donc pourquoi il fait ce film et pourquoi il nous le montre, en fait ? Non, mais c'est n'importe quoi. Puis, je me dis, on fait quoi, du coup, avec un film comme Cloud Atlas, par exemple, tu vois ? Très bon exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je veux dire, il y a des Asiatiques qui jouent des Occidentaux, et inversement, t'as des hommes qui jouent des femmes qui jouent des hommes. Du coup, on annule tout, en fait. Tout le procédé de mise en scène disparaît. Est-ce qu'on va refaire un remake du 13e guerrier sans Antonio Banderas parce qu'il est trop espagnol pour jouer un émissaire arabe ? Est-ce qu'on va faire disparaître aussi I'm Not There, le biopic sur Bob Dylan par Todd Haynes, où Bob Dylan est incarné, entre autres, par un petit garçon noir, puis par une femme, en l'occurrence Cate Blanchett. Ah oui. Ouais. C'est un puits sans fond. Et là, pour le coup, je suis assez déçue de Spielberg. Je sais pas quelles sont ses opinions politiques. Évidemment, ça ne se résume pas à ce qu'il dit dans cette citation de 10 lignes. Mais malgré tout, c'est décevant. Et je suis contente de ne pas l'avoir lu avant de voir le film. Ça aurait pu fausser la lecture et nous donner vraiment des émotions. Parce que son film, West Side Story, ne renvoie pas à cette image. Non. Encore une fois, on s'est pas dit ça, on n'a pas pensé à tout ça en le voyant. On y a pris beaucoup de plaisir. Oui, vraiment, c'est un film de très bonne facture et ces intentions qu'on a jugées un petit peu discutables ne se ressentent pas à l'écran, vraiment pas. Alors, on va un peu quitter le terrain des intentions pour retourner vers ce qu'on appelle tout simplement le sous-texte et aborder le changement majeur qui touche les personnages secondaires de West Side Story, à savoir le personnage de Anybody's, qui s'appelle désormais Anybody. C'était un garçon manqué, un tomboy en 1961, et c'est un personnage transsexuel dans le remake de 2021. Alors, on en parle parce que moi j'ai trouvé que ce personnage-là, en fait, il synthétise à la fois les audaces et aussi pleinement les limites de l'exercice du remake par Steven Spielberg. À savoir que la seule nouveauté, en fait, finalement, de Anybody, en tout cas en mon ressenti, c'est qu'elle est transsexuelle. Son parcours, son arc narratif dans le film est très, voire trop similaire au film de Robert Wise, c'est-à-dire que le personnage passe le plus clair de son temps, à s'intégrer au forceps dans le groupe des Jets, et surtout à espionner les Sharks à droite à gauche. Je n'ai pas ressenti de différence au-delà du fait qu'elle soit présentée comme transsexuelle. Je trouve qu'il a raté le coche, en fait. C'est de la pure représentation, et en termes de narration, en fait, ça ne suit pas. Spielberg était trop timide, et je sais pas, moi, j'aurais aimé la voir, par exemple, se bastonner avec les Sharks directement, et incarner physiquement cette différence. Et ça s'en tient vraiment à quelques mots par-ci par-là. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord. Alors, il faut préciser que dans la version originale, le personnage de Anybody's, donc est interprété par une actrice, qui est certes, qui a les cheveux courts, donc qui est coiffée comme un garçon, qui est habillée comme un garçon, mais qui est assez petite, il me semble, et assez menue. En tout cas, elle est pas très musclée, quoi. Dans le remake, en revanche, le personnage est interprété, alors là encore, par une actrice, mais je crois qu'elle se définit comme non-binaire. Oui, exact. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Iris Menas, on est quand même allé se renseigner avant, Iris puis Menas. Iris Menas. Dans le film, elle est très balèze. Elle est presque aussi balèze que les garçons. Je crois qu'elle est assez grande. Quand tu la vois à côté des autres membres du gang des Jets, de dos, tu fais pas forcément la différence. Elle est très musclée. Et donc voilà, c'est pas simplement le fait qu'elle dise au début du film « je suis un garçon », ça se voit que c'est un garçon, que c'est un personnage trans. Le truc, c'est que dans l'original, le personnage de Anybody's, moi, m'a fait penser un peu à une petite souris. C'est-à-dire que son rôle, c'est, tu l'as dit, d'espionner les Sharks. Et elle y arrive, en fait, elle y parvient parce qu'elle est toute petite et qu'on la repère pas forcément. Elle se faufile dans des espèces de... Alors, c'est pas des bouches d'égout, c'est des espèces de tunnels. Je sais pas si ça existe dans la réalité, mais dans le décor, voilà, on a une espèce de petits tunnels. Notamment, c'est elle qui sauve Tony parce qu'en fait, lui, il est hébété, il est sur les lieux de l'action, il vient de tuer Bernardo. Elle arrive par un espèce de tunnel et elle lui dit « Mais viens avec moi, viens, il faut que tu sauves. » Donc, elle avait vraiment ce côté petite souris. Dans le remake, elle a toujours le même rôle, comme tu disais, d'espionner les Sharks, sauf qu'elle est beaucoup plus balèze, et c'est pas forcément... On a plus de mal à se dire, mais qu'on la repère pas, en fait, tu vois ? Tout simplement, puis elle est aussi, il faut le dire, en capacité physique d'interagir avec Chino, par exemple. Elle les voit échanger, elle voit Chino menacer de se servir de l'arme pour aller buter Tony, et je me dis, elle aurait été en capacité physique, en fait, d'intervenir, pourquoi pas d'essayer d'arrêter Chino, et là, il y aurait quelque chose de neuf à créer avec ce personnage. C'est elle qui aurait confronté Chino. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Après, je suis pas scénariste, mais je me dis, c'est une des possibilités offertes par un personnage transsexuel dans ce film-là, à la place de la petite Anybody de 2021, de 1961, pardon, qui aurait été incapable de faire ça, ça aurait été du suicide. Elle pouvait le faire.
Et je me dis que là, Spielberg, il a été trop timide avec ce personnage, il a pas assez creusé cette question de transidentité, alors qu'elle est présentée comme telle. Alors là où je suis pas forcément totalement d'accord avec toi, et où je trouve qu'il y a une petite différence narrative entre les deux versions, c'est que il m'a semblé dans la version originale que le personnage avait un caractère assez insolent ou impertinent. Les Jets n'arrêtent pas de la rabrouer, de lui dire d'aller voir ailleurs. Elle ne se laisse pas faire. Elle est tout le temps, il me semble, en train de leur crier dessus. Alors elle les admire, mais elle ne se laisse pas faire. Dans le remake, il m'a semblé à l'inverse que le personnage était beaucoup plus déférent à l'égard des Jets. J'ai eu l'impression que le personnage souriait en fait presque du début à la fin du film, un peu bêtement, un peu naïvement. Elle leur crie « Je suis un garçon » à un moment donné, quand elle... je crois que c'est dans la scène du commissariat, il me semble. Après, je sais plus. Je sais plus où c'était, mais en tout cas, elle le dit ouvertement pour se faire accepter. Mais ça se résume à ça. Après, il n'y a plus ce jeu un peu de taquinerie, de défiance entre la petite Annie-Body qu'on a connue et les garçons. En plus, le jeu entre elle qui est toute petite, qui était vraiment balèze, était assez amusant parce qu'elle s'incruste entre eux et on voit très bien qu'elle fait pas partie du groupe. Et là, vu que physiquement, on a un personnage qui, en 2021, peut s'incarner dans ce groupe, ben, je me dis vraiment, on aurait pu pousser ça, mais tellement plus loin. Ouais, je suis d'accord, il a un peu raté le coche sur le coup. C'est dommage. Voilà. Ceci étant dit, même si le personnage est sous-traité de ce point de vue-là, avec le recul, je me dis que c'était évident en fait de faire évoluer comme ça. C'est plutôt frappé au coin du bon sens, mais le traitement derrière ne suit pas. Alors, je sais pas, en réalité, je pense pas que ça s'imposait, cette évolution. En revanche, on peut clairement se demander si dans le film de 61, le personnage devait déjà être pensé un peu comme un personnage transgenre ou pas. Peut-être que physiquement ça n'apparaissait pas, mais que c'était l'idée aussi du scénariste. J'en sais rien. Il y avait peut-être de cette idée, ouais. C'est pas impossible du tout. En tout cas, ça pose une question. Le personnage trans de Annie-Body, tel que vu par Spielberg, c'est qu'on perd en fait une strate très intéressante de la représentation des femmes et du corps féminin dans le film de 61. Le personnage de Annie-Body, je lui arrivé en 61, était un vrai garçon manqué. Et du coup, il y avait une vraie variété dans la représentation des femmes. Dans le film 61, ce n'était pas seulement les femmes idéalisées, apprêtées, maquillées, en robe, danseuses expertes. Il y avait aussi ce personnage-là, vraiment très très rebelle, qui se balade dans la rue, qui a du répondant. Et en fait, on n'a plus d'équivalent à ça, en fait. Paradoxalement, en représentant ce personnage transsexuel, on n'a que des garçons assez stéréotypés et des filles assez stéréotypées aussi. Il y a de l'audace dans les intentions, mais il y en a beaucoup moins dans le traitement. Ouais. Bon, je pense qu'on a largement fait le tour de la question, et je me rends compte qu'on a quand même fait pas mal de comparaisons entre les deux films. Alors on l'avait annoncé, on les a vus à 3-4 jours d'intervalle, on pouvait difficilement faire abstraction du film de Wise, mais je pense qu'il est temps maintenant de donner notre avis général sur le film de Spielberg, et peut-être de commencer par se demander si ce remake a vraiment un intérêt, parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'on joue au jeu de cette différence. Malgré nous, parce qu'on a revu le film à 4 jours d'intervalle du remake, et ma foi, est-ce que c'est à cause de ça, ou parce que Spielberg ne se l'est pas suffisamment approprié, qu'on n'a pas su se détacher, nous, du film original pendant la séance? Un petit peu des deux, mais si je devais donner mon avis pas de podcasteur, cinéphile, ou je ne sais quelle étiquette, mais de spectateur, clairement, ma préférence va au film de Wise. Voilà, j'ai pris plus de plaisir, et je le trouve... plus abouti, supérieur, mais bon, il avait le mérite d'arriver en premier aussi, donc c'est bête à dire. On juge le West Side Story de Spielberg pour ce qu'il est avant tout, c'est-à-dire un remake. Et voilà, mais en tant que pur spectateur, c'est le film ancien qui a ma préférence. Ouais, tu me l'avais pas dit. Je le découvre. D'accord, je t'ai caché volontairement cette information capitale. Bon. Disons qu'on a tellement disséqué les deux films qu'on s'est peut-être pas posé les questions les plus essentielles. Ouais, c'était bien, tout simplement. Ouais. Et peut-être que j'espérais en fait un choc identique au Metropolis de 2001, c'est-à-dire Metropolis, film japonais d'animation qui est un remake de l'intouchable Metropolis de Fritz Lang, film muet de 1927. Film allemand, ouais, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, Ah oui, c'est le taulier des films auxquels il ne faut pas toucher. Quelques Japonais courageux y ont touché. Et du coup, il y a 2 chefs-d'œuvre qui s'appellent Metropolis. donc vraiment, c'est un film que je trouve exceptionnel, le remake animé. Je n'ai vu que le remake, je trouve très 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 bon. Superbe. Et peut-être à tort, j'espérais donc un choc identique en voyant le West Side Story version Spielberg, vu que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, il n'y a pas plus tarte que de dire ça, mais oui, j'aime beaucoup le cinéma de Spielberg. Et ma foi, j'ai pas eu ce choc absolu, quoi. J'ai l'impression que c'est un film d'excellente facture qui s'adresse davantage aux gens qui ne connaissent pas West Side Story, et je dis ça en toute... comment dire, il fait ça avec une grande noblesse, hein, ce n'est pas un défaut de sa part, hein, vraiment, et je pense que c'est l'avis de ces gens-là qui va peut-être plus compter que le nôtre.
Là, j'ai eu l'impression de voir un film qui a un peu 60 ans de retard sur une œuvre, le film original, qui avait, elle, 20 ans d'avance. Ouais, qui est toujours très moderne. C'est une tuerie, hein. Dont le propos est toujours très pertinent aujourd'hui, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis très partagée. Je pense que, à choisir, je choisirais le film de Wise, mais ça se joue quand même à pas grand-chose. Pour moi, le film de Spielberg est une très belle réussite formelle, visuelle. J'aime pas trop opposer fond et forme comme ça, mais en termes de mise en scène, de photos, c'est parfait. Enfin, en tout cas, c'est somptueux. C'est du très haut niveau, il faut le voir sur grand écran. Ouais, c'est certain. Et je pense qu'on est tous les deux vraiment d'accord pour recommander ce film à tout le monde, mais surtout aux gens qui n'ont pas vu l'original. Et je pense notamment aux jeunes qui n'ont pas forcément envie de voir un film de 1961. Quand on est jeune, c'est pas facile de se motiver pour aller voir des vieux films, entre guillemets. Ouais, de s'y projeter, de s'identifier à une époque qui ne sera jamais la nôtre. Bon, après, on dit ça en l'ayant vécu, parce que moi, j'ai vu, par exemple, Dr Zhivago et Laurence d'Arabie assez jeunes. Mais on te les a montrés. Exactement, je les ai pas vus parce que j'y suis allé de mon propre chef. Il a fallu qu'on me les montre. Bon, c'est des films que j'en suis très reconnaissant, mais c'est des films que j'adore. Mais voilà, j'y serais pas allé tout seul. Bah, de la même manière, j'aurais peut-être pas vu ou j'aurais attendu encore 20 ans pour voir le West Side Story de Robert Wise si le Spielberg n'était pas sorti. Il a au moins ce mérite, quoi. Voilà, il a eu le mérite de te faire voir l'original, c'est clair. Voilà, mais qui a été du coup une bonne surprise, donc ma foi... Ouais. Alors moi, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Spielberg ? En fait, je pense que, donc je le disais, c'est une très belle réussite visuelle, mais je pense que c'est un film qui est malheureusement, qui reste assez anecdotique, à la fois vis-à-vis de l'original, et dans la carrière de Spielberg, qui a créé tellement de grands films, de personnages qui sont restés, qui a inspiré tellement de réalisateurs. Ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on rend hommage au cinéma de Spielberg, au cinéma ou à la télévision, quoi. Donc ouais, peut-être qu'on pouvait s'attendre à autre chose. Je me demande s'il a pris beaucoup de risques en faisant ça. Est-ce qu'on prend beaucoup de risques en remakeant la comédie musicale la plus populaire de l'histoire du cinéma, en gardant l'histoire, en gardant les chansons, avec un budget de dingue ? Je sais pas, peut-être qu'il aurait pu être un peu plus audacieux, pour le coup. En même temps, on peut se demander si, en fait, ça vaut pour le cinéma comme pour l'art en général, si le fait de remettre un film au goût du jour, de lui faire un petit lifting, c'est une démarche valable. Moi, je pense que ça reste une démarche tout à fait valable, que de vouloir présenter un film sans faire quelque chose de révolutionnaire, sans forcément toucher à ce qui en fait la substance, l'essence, mais voilà, de vouloir le présenter soit, en tout cas, à un public différent, mais soit parce qu'il est d'une autre culture, soit parce que c'est un public nouveau, plus jeune. Il y a quand même 60 ans d'écart entre les deux films. Je voulais faire une toute petite comparaison pour en finir là-dessus avec Funny Games de Michael Haneke. Michael Haneke a remaké son propre film 10 ans plus tard. En 97 sort la version allemande du film et en 2007 ou 2008 la version américaine du film. Les deux films sont identiques. Les plans sont identiques, le récit est identique, ou en tout cas en majorité, et pourtant ce n'est pas totalement vain comme démarche. Moi d'ailleurs je préfère le remake, parce que ça me parle plus tout simplement, peut-être le cinéma américain ou la langue anglaise que le cinéma allemand de la fin des années 90, et tout simplement il visait un autre public, et pourquoi pas, après tout. Alors je suis entièrement d'accord avec ça, vraiment le remake peut avoir mais vraiment un véritable intérêt, tant pour les spectateurs qui ont vu l'original que pour les nouveaux, et ma foi, si West Side Story 2021 ne réinvente pas le West Side Story de 1961, celui de Robert Wise, réinventer une œuvre dont tu as vaguement parlé au cours du podcast, mais dont tu vas nous parler plus longuement, c'est le Roméo et Juliette de William Shakespeare. Ouais, alors avant d'aborder Roméo et Juliette, il faut que je fasse une remarque générale sur West Side Story, sur ce qui me déplaît dans l'histoire en fait. Quels que soient les mérites du film, quelles que soient ses qualités relatives, moi je bute sur le même obstacle, que ce soit devant l'original ou le remake. Je ne crois pas une seule seconde à l'histoire d'amour fulgurante et mièvre à souhait entre Tony et Maria. Sincèrement, je m'en fous complètement. Alors, j'avais espoir de m'y intéresser davantage en voyant le film de Spielberg. D'abord, je l'ai dit, j'aime beaucoup Ansel Elgort qui joue Tony. Et puis, c'était peut-être un tout petit peu moins mièvre. On a cette scène du métro que j'ai évoquée, où Tony et Maria se chamaillent. Bon, ok, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Ça m'a pas transporté. J'y crois pas, tout simplement. Par ailleurs, je trouve que Spielberg a raté le coche sur
sur un autre enjeu de l'histoire, qui est la rivalité entre les deux gangs. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans West Side Story, la rivalité entre les Jets et les Sharks. J'avais, en voyant le film, quelques espoirs. Je l'ai déjà expliqué. Tony, Riff, en fait, l'ensemble des personnages sont un peu mieux caractérisés. Je trouve qu'il y a plus de matière. On s'intéresse davantage à la rivalité entre Riff et Bernardo. Il y a aussi la rivalité, la dynamique de conflit dont on a parlé entre Riff et Tony. Tout ça fait que ça aurait pu être quand même beaucoup plus intéressant. Le climax, qui est la scène de la bagarre, est très bien amené. La scène de la bagarre en elle-même est formidable. Je sais pas ce que t'en as pensé, moi j'ai trouvé ça mais absolument bouleversant, franchement. C'est magnifique et la violence de la scène est vraiment saisissante aussi. Clairement. Puis tu vois, c'est moins chorégraphié que dans l'original, c'est un peu plus sec, c'est un peu plus brutal. On voit le drame sur le visage des personnages. Spielberg, tu l'as très justement dit au cours de ce podcast, c'est très bien filmé les visages, les regards, etc. Et là, c'était encore une fois bouleversant, notamment lorsque Bernardo plante Riff. Ça a été filmé différemment. Dans la version originale, ils se battent assez longtemps, ils se cherchent, tout ça. Dans le remake, Bernardo plante Riff un peu sans le vouloir, enfin il se rend peut-être pas compte du coup qu'il porte, et on voit la stupéfaction sur son visage. Franchement, moi j'ai eu les larmes aux yeux en voyant cette scène. Oui, je suis d'accord, et notamment le gros plan sur le visage de Riff lorsqu'il est aux portes de la mort en fait, et qu'il regarde Tony une dernière fois, c'est debout avec la lame entre dans la cage thoracique, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a ce regard-là aussi. Non, c'est vraiment très beau. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Spielberg réussit cette montée en puissance, et ensuite il échoue. Il y a deux choses pour moi qui font que ça tourne court. La première chose, c'est que dans la scène de la bagarre, dans la deuxième partie de la scène, une fois que les coups sont portés, que Riff et Bernardo meurent, Spielberg introduit, alors c'est sûrement identique dans la version originale, mais il introduit des effets sonores, des petites percussions, qui viennent donner une sensation de légèreté. Je me suis dit, mais c'est le genre de choses qu'on met dans les scènes comiques. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Ça paraît anecdotique, mais pour moi, ça a été dur, parce que ça m'a sorti de la scène. Franchement, c'est retombé comme un soufflet, quoi. J'étais dégoûtée. J'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Encore une fois, je pense que c'est dans l'original et qu'il a voulu faire la même chose. Sauf que l'original, pour moi, le climax était... la scène de la bagarre était nettement moins prenante et nettement moins bouleversante. Donc je l'ai pas vécu aussi mal. Là, je l'ai vraiment mal vécu. Et la deuxième chose qui est encore pire, c'est qu'il fait suivre cette scène de la bagarre par une autre scène qui, dans la version originale, se situe en amont. C'est, alors je ne sais plus comment s'appelle la chanson, mais c'est la scène qui se déroule dans la boutique de vêtements où travaillent Maria et les autres filles portoricaines. C'est une scène très 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 gaie. Maria chante et danse avec ses camarades, crie son amour pour Tony. Encore une fois, j'ai oublié les paroles de la chanson, mais ça ne parle que de ça. Elle ne sait pas encore que son frère est mort et que que c'est Tony qui l'a tué. Donc elle est très heureuse. C'est plein de couleurs, du rose, du orange. C'est très joyeux. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as mis cette scène à cet endroit-là ? C'est pas possible. Vraiment. C'est une rupture de ton qui t'a paru déplacée, en fait. Mais complètement, voilà, c'est ça le mot. C'est une rupture de ton qui m'a... Enfin, je tripais et ça m'a sorti de mon trip. C'est dégoût. Tu sais que vraiment, j'étais énervée contre le film. J'étais énervée contre Spielberg. Et en fait, le truc, c'est que moi, à partir de ce moment-là, j'ai perdu presque tout intérêt pour l'histoire. Et je me suis laissée porter parce qu'encore une fois, c'est beau et c'est agréable à la fois à regarder et à écouter, mais je m'en foutais, malheureusement. Spielberg, il avait trouvé un truc et il l'a perdu en cours de route. Bon, j'en viens à la comparaison avec Roméo et Juliette que t'as annoncé il y a déjà 5 minutes, je crois. En fait, moi, je trouve qu'il y a un défaut dans l'histoire, dans le scénario de West Side Story, que ce soit dans le film de Wise ou dans le film de Spielberg. Je pense que c'est une mauvaise idée, sincèrement, d'avoir remplacé 2 personnages de l'œuvre de Shakespeare qui sont Tybalt, le cousin de Juliette, et sa nourrice, qui n'a pas de nom à ma connaissance, par les 2 personnages de West Side Story qui sont Bernardo et Anita, qui sont en couple. En fait, ces personnages remplissent les mêmes fonctions dans les 2 œuvres. Bernardo, c'est le frère de Maria, donc notre Juliette. Tybalt, c'est son cousin. Bernardo est tué par Tony, l'amoureux de Maria. Tybalt est tué par Roméo, l'amoureux de Juliette. Ils remplissent vraiment les mêmes fonctions.
La différence, c'est que précisément, Tybalt n'est que le cousin de Juliette. Donc lorsque Roméo le tue, on peut comprendre, parce que ce sont des personnages qui ne sont pas très proches, on peut comprendre que Juliette pardonne à Roméo. Ça ne paraît pas totalement invraisemblable. Juliette peut l'accepter et donc le spectateur peut l'accepter assez facilement. A l'inverse, Bernardo est le frère de Maria et c'est sa seule famille. Enfin, c'est ce qu'on comprend, ou alors les parents sont restés à Porto Rico, mais en tout cas, ils vivent ensemble. Et ils sont très proches, et ils s'aiment. Et donc, moi, je trouve totalement invraisemblable, et je n'arrive pas à passer outre, je trouve invraisemblable que Maria pardonne à Tony, qui est l'assassin de son frère. Et elle lui pardonne dans la seconde. Vraiment, dans les 2 films, elle couche avec lui 5 minutes après l'avoir retrouvé, en sachant qu'il vient de tuer son frère. Je n'arrive pas, pour moi, c'est un obstacle insurmontable. Franchement. Je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais... En le revoyant, ça m'a un peu fait cet effet, ça ne m'a pas empêché de me plonger dans leur histoire, même si moi aussi la guerre des gangs m'intéresse plus que la romance à l'arrivée dans les 2 films, mais c'est clair c'est un peu atonal. Ouais, elle lui tombe trop vite dans les bras. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Même remarque pour le personnage de la nourrice dans l'œuvre de Shakespeare et celui d'Anita dans West Side Story. Là encore, elles remplissent à peu près les mêmes fonctions. La nourrice de Juliette, c'est à la fois sa confidente et sa messagère. C'est elle qui porte des messages à Roméo et qui soutient Juliette. Dans West Side Story, Anita est donc c'est la copine du frère de Maria, Bernardo, et c'est aussi une amie de Maria. Et c'est elle qui va servir de messager à la fin. C'est elle qui va essayer de trouver Tony pour lui dire que je crois que Maria veut le rejoindre le soir même ou le lendemain. Bon, elle n'y arrive pas parce qu'elle se fait agresser par les Jets dans le drugstore. C'est une scène dont on a longuement parlé dans la première partie du podcast. Donc voilà, ces 2 personnages jouent un peu le même rôle, mais là encore, c'est traité de manière différente. Dans l'œuvre de Shakespeare, la nourrice, elle se fiche pas mal de Tybalt. La nourrice n'est que la nourrice de Juliette. Donc, on n'a pas de mal à comprendre qu'elle-même pardonne à Roméo, enfin, elle n'a même rien à pardonner, en tout cas qu'elle accepte d'être la messagère, la confidente et la messagère de Juliette, après avoir appris la mort de Tybalt. Elle s'en fiche de Tybalt. Dans West Side Story, Anita perd l'amour de sa vie. Elle perd son mec, son futur mari, Bernardo. Et malgré tout, elle accepte d'aider le couple Maria-Tony. Elle est convaincue en 5-10 minutes. Il y a une chanson d'ailleurs que j'aime pas trop. Tu sais, c'est la fameuse chanson dans laquelle Maria dit Anita, no, tu ne comprends pas. Ah, la chanson, elles sont toutes les 2 dans la chambre de Maria. Du coup, ouais, voilà, c'est ça, ouais. dans l'appartement. J'aime pas du tout cette chanson. Et moi, j'arrive pas à croire, encore une fois, ça me paraît totalement invraisemblable, que Anita, qui vient de perdre son mec, accepte d'aider Tony. Au lieu de dire à Maria, mais attends, ton copain là que tu connais depuis 24 heures, vient d'assassiner mon mec. Non, je sais pas, c'est trop invraisemblable. Moi, j'y arrive pas. Pour moi, ça requiert un acte de foi. Une suspension d'incrédulité. Que je ne suis pas capable de procurer, quoi. Ça fonctionne pas. En fait, pour résumer tout ce que je viens de dire, moi, à partir du moment où les personnages se fichent de ce qu'il arrive aux autres, de ce qu'il arrive aux membres de leur famille, à leurs amis, je vois pas comment, moi, en tant que spectatrice, je pourrais m'y intéresser, m'impliquer émotionnellement. C'est beaucoup demandé, je trouve, sincèrement. La dramaturgie sacrifie un peu trop de choses au couple central et manque de bol, vu que c'est ce qui t'intéresse le moins dans les 2 films, forcément ça pêche un petit peu dès qu'on en vient à ce stade de l'intrigue. Ouais, clairement. Bon, pour conclure, il faut que j'évoque une dernière œuvre. On a dit que le film de Spielberg ne réinventait pas grand-chose. En tout cas, ne réinventait pas vraiment le film de Robert Wise. On a dit que le film de Robert Wise, en revanche, réinventait une œuvre qui est Roméo et Juliette de William Shakespeare. Pour moi, il y a une autre œuvre cinématographique qui réinvente Roméo et Juliette de William Shakespeare. Alors, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je l'assume. C'est Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Bah, tu sais quoi, c'est quand même un film qui est, l'air de rien, qui est très aimé. Je m'aperçois autour de moi, dont on me parle souvent, comme Moulin Rouge. Hein. D'accord. J'entends rarement de mauvaises choses à l'encontre de Roméo et Juliette. En tout cas, il n'y a pas de cabale contre le film. C'était un des films favoris du premier prof de cinéma que j'ai eu au lycée d'ailleurs. Il adorait Baz Luhrmann, il nous avait fait vraiment tout un cours sur la scène d'introduction que t'aimes énormément d'ailleurs dans la station-service. Absolument. Ouais, donc absolument. c'est un truc qui est vraiment enseigné au lycée, très officiellement. Donc il est pas si détesté que ça au final avec les années. Je pense qu'il a acquis une aura très très tout à fait respectable.
Bah écoute, je suis ravie de l'apprendre, parce que je pense que c'est vraiment une œuvre qui est très audacieuse, pour le coup, qui est beaucoup plus audacieuse que West Side Story. Original comme remake, j'ose le dire, et en tout cas certainement plus que le remake de Steven Spielberg. Alors certes, c'est Baz Luhrmann, on peut détester son style de mise en scène, on peut détester ses montages frénétiques, ses outrances. Moi d'ailleurs je suis pas une immense fan du bonhomme, j'adore Roméo et Juliette, j'aime aussi Moulin Rouge que tu citais, qui est une autre comédie musicale. D'ailleurs, Baz Luhrmann fait des films très musicaux. Hein. Son Roméo et Juliette n'est pas une comédie musicale, mais la bande-son est géniale, et c'est très présent dans le film. Et à l'inverse, je déteste par exemple son remake de Gatsby. Tiens, ça aussi on aurait pu l'évoquer. Un autre grand classique qui a été remaké et que je trouve abject. Voilà, et que j'ai pas aimé non plus, mais apparemment pour l'anecdote, la 3D était formidable. Eh bah tu vois, je me souvenais même pas que ce film était sorti en 3D. C'est dire. Bon, ayant précisé tout ça, ayant pris toutes ces précautions, je le dis, je l'assume, pour moi, son Roméo et Juliette est un très 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 beau film. Un film, encore une fois, qui est très audacieux. Alors certes, il a un avantage. Baz Luhrmann, il a William Shakespeare lui-même en co-scénariste, puisque il me semble que l'intégralité des répliques du film sont des répliques de l'œuvre de Shakespeare. Mais ça suffit pas. D'abord, il fallait réussir à tailler dans l'œuvre de Shakespeare, et ça c'est pas évident du tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait transposer cette histoire dans le Los Angeles des années 90. Je crois que le film est sorti en milieu des années 90, non ? Il me semble que c'est 95, ouais, ça se passe donc dans le quartier de Venice Beach. À Venice Beach, voilà. Il fallait réussir à le faire, et je trouve qu'il l'a fait à merveille. C'est délirant, c'est punk, c'est outrancier, et pourtant le lyrisme de Shakespeare reste intact, et la tragédie, à mon sens, aussi puissante. Ah ouais, mais il s'est pas gêné, en fait, il déploie des accents shakespeariens sans aucune retenue dans un cadre californien, quoi. Alors qu'au West Side Story, l'ancien comme le nouveau, c'est des œuvres plus guindées. Ouais, c'est vrai que c'est plus guindé. En même temps, c'est tellement punk, Baz Luhrmann, que bon, à côté, ça ne peut que paraître sage, quoi. Tu peux difficilement faire plus désinhibé quand tu t'attaques à Shakespeare. Et puis, il faut dire aussi que Baz Luhrmann, s'il fait un film hyper moderne et hyper inclusif, comme on dirait aujourd'hui, va pas gratter le label diversité, tu vois, comme on pourrait peut-être le reprocher à Spielberg. Dans ses intentions, en tout cas, comme on l'a parlé quand on a cité son extrait. Moi, je trouve que c'est plus naturel chez Luhrmann. Je rappelle qu'il a 2 acteurs formidables dans des seconds rôles. John Leguizamo, qui est un acteur, alors je sais plus de quelle origine exactement il est, mais il est latino, quoi, dans le rôle de Tybalt, le cousin de Juliette, et il a le formidable Harold Perrineau dans le rôle de Mercutio, le cousin de Roméo. Mercutio qui, d'ailleurs, dans la moitié du film, ou en tout cas dans les premières scènes où il apparaît, est travesti. Il est sapé en drag queen, quoi, pour le bal costumé. Mais il y a d'autres choses encore comme ça. Il y a le prêtre qui est joué par... Alors, cet acteur a un nom imprononçable, Pete Postlethwaite, c'est ça ? Je crois que c'est Postlethwaite, j'ai un prof d'anglais qui s'amusait de nous le faire prononcer en cours. C'est hyper dur à prononcer. C'était la torture. Acteur génial. Hein. Qui joue dans le Jurassic Park 2. C'est absolument, c'est le chasseur du monde perdu. Il avait un magnifique aussi petit rôle dans The Town, le polar qui se passe à Boston de Ben Affleck aussi. Ouais. Voilà, excellent second Moi rôle, j'adore cet acteur. Alors il joue le prêtre dans le film de Luhrmann et il est en chemise hawaïenne. Mais de toute façon ils sont tous en chemise hawaïenne. Mais et puis il concocte des espèces de potions. Enfin c'est super bizarre. Il est je sais pas, il a plein de plantes chez lui. Enfin c'est incroyable. Moi j'adore cet acteur, j'adore ce personnage, j'adore ce film. Et alors ça me fait penser à une chose parce que je parlais de Tybalt et de Mercutio. La scène de confrontation entre Tybalt et Mercutio se déroule, je sais pas si tu te souviens, sur une plage de Venice Beach. C'est cette scène dans laquelle alors Tybalt provoque Roméo, Mercutio qui est son meilleur ami, je dis cousin d'ailleurs, c'est son meilleur ami je crois, s'interpose, il est poignardé par Tybalt, et donc c'est pour cette raison que Roméo va se venger ensuite, poursuivre Tybalt et le tuer, un peu plus loin. Cette scène de confrontation qui est incroyable, bouleversante, se déroule donc sur une plage sur laquelle se trouve un théâtre en ruine, dont il ne reste quasiment rien, on dirait une sorte de porte. Tu vois, une espèce d'arc de triomphe, quoi, tu vois, un truc comme ça. Et bien sûr, c'est un clin d'œil au théâtre. Et je parle de ça parce que j'ai eu une impression assez similaire en voyant une scène du remake de West Side Story. C'est une scène dont on a parlé, c'est la scène de la chanson Cool, mais version 2021. Ah oui, donc celle où Tony Riff se dispute l'arme à feu, donc au milieu aussi d'une maison éventrée.
Exactement, une espèce de baraque en bois éventré au bord du fleuve. Ça t'a pas fait penser à ça, toi? Ben écoute, j'ai pas fait le rapprochement, tu vois, esthétiquement, mais maintenant que t'en parles, effectivement, on dirait une scène vraiment ouverte face au public qui est formé par le reste du gang des Jets qui regarde leurs deux leaders en fait se tirer la bourre. Ouais, voilà. Alors je pense pas que Spielberg se soit ouvertement inspiré de Luhrmann, mais en tout cas, il y a une intention un peu similaire et j'aime beaucoup cette idée dans les deux films. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que chez Luhrmann, tout ça, cette folie, cette diversité, ce renouveau, tout ça paraît très... C'est un film qui peut paraître peut-être un peu artificiel et que moi je trouve en fait tellement dingue, tellement naturel, tellement... Ça coule de source, quoi. Vraiment. Sûrement grâce à l'œuvre aussi de Shakespeare derrière, hein, qui vient évidemment servir de liant et qui rajoute le lyrisme et tout ça. Mais en tout cas, c'est une très belle œuvre et c'est une œuvre qui, pour moi, qui a contribué à définir une époque. Comme Matrix a pu définir la fin des années 90, le début, si on peut dire, de l'ère informatique, tout ça, et bah le film de Baz Luhrmann, son Roméo et Juliette, pour moi, a défini la Californie des années 90. C'est vraiment un film qui m'a marqué, et c'est un film qui m'a beaucoup plus marqué que West Side Story, que ce soit l'original ou le remake. Les deux West Side Story sont de très belles itérations, en fait, moi je trouve, de Roméo et Juliette, mais de ton côté, il leur manque en fait une fièvre quelque part, que le film de Luhrmann possède parfois jusqu'à l'overdose. Ouais. Voilà. Et tu sais quoi, je suis pas hyper fan en fait moi du Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, mais tu m'as donné envie de le revoir. Ah bah génial. Voilà, c'est je décroche en fait. J'ai du mal avec la première partie que je trouve absolument imbuvable d'hystérie, et plus le film progresse, plus ça me plaît. Mais ça fait très très longtemps que je l'ai pas regardé. Donc peut-être que j'ai sous-estimé le revoir ensemble avec plaisir. Et faire un podcast. J'imagine que ça a l'air bien parti pour. Je crois que j'ai dit l'essentiel malheureusement dans ce podcast. Donc, Alors en tout cas, on l'a dit, répété dans ce podcast, mais le film de Spielberg, malgré nos réserves, est un film de très bonne facture. Il y a une lumière sublime, c'est virtuose, c'est généreux. Ça vaut vraiment le coup de le voir sur grand écran. Donc ma foi, on le conseille. Absolument, et ça réserve aucune pour qui n'a pas vu l'original, et plus modérément pour ceux qui le connaissent. Ouais, bien résumé. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde. C'était notre podcast le plus long, je crois. C'était pas prévu, mais ma foi, quand un film comme ça donne lieu à une discussion aussi longue, tout simplement, c'est qu'il y avait matière. Donc moi, je suis très content d'avoir salué la sortie du film de Spielberg de notre façon. Ouais, moi aussi. Et c'est une belle manière de finir l'année pour l'instant. On verra si on arrive à sortir un autre épisode d'ici 31 décembre. L'Infini Détail, c'est aussi un site internet, infinidétail.com. Vous pouvez retrouver toutes nos critiques, des entretiens, etc., les liens vers les réseaux sociaux. Nous avons aussi ouvert un compte Tipeee, tip3e.com/infinidétail pour ceux et celles qui souhaiteraient nous soutenir dans cette belle aventure en toute indépendance. Et ma foi, je vous dis à la prochaine pour un autre film.